Merci d'être à l'écoute de Radio Mali. Il est 13h à Tombouctou, Mopti et Ségou. C'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h à Mopti. L'heure d'être un citoyen modèle a sonné avec les journées citoyennes de la mairie, avec en toile de fond le paiement des taxes pour permettre à la mairie d'engager des projets de développement. Pendant ce temps à Tombouctou, après la carotte, place au bâton pour le déguerpissement des voies publiques occupées par incivisme. À Ségou, le groupe Corée Art et Culture vient de faire sa rentrée culturelle avec comme thème les défis et les perspectives de la gestion des territoires locaux. Le dossier de ce trésor est consacré au fleuve Niger qui est menacé aujourd'hui par les effets du changement climatique et les actions de l'homme. Daoudo Koné tire la sonnette d'alarme pour la sève nourricière du Mali. Hors du Mali, au Gabon, le président de la transition a été élu nouveau président du pays selon les résultats provisoires. Conflit à RD Congo, le nouveau médiateur est le président togolais Faure Gnassingbé. Il a été désigné par l'Union africaine. Et puis, le président chinois Xi Jinping a entamé ce lundi une tournée en Asie du Sud. Il sera au Vietnam, en Malaisie et au Cambodge. En sport, football, à l'exception de l'Estral de Bamako, tous les cadors seront présents en quart de finale de Dame Coupe du Mali. En basketball, le stade malien homme reste à quai au bal. Pas de phase finale pour les Blancs de Bamako. À la CAN des cadets Maroc 2025, le Mali est prêt pour les demi-finales face au Burkina Faso. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer en ce lundi 14 avril 2025. Comme vous le savez, depuis que l'Algérie a abattu un drone des FAMA, les réactions, les Maliens à l'unisson ont condamné l'acte. Et bien hier, Brema Elidiko, le sociologue, était l'invité du journal de 20h de ORTM1. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Ces réactions, ces mobilisations sont à saluer et c'est comme en fait on a vu aussi les communiqués de la classe politique qui condamnent. Et donc ce sont des choses qu'il faut faire pour rappeler notamment qu'on attendait tout de l'Algérie, sauf ce genre de réaction qui, de mon point de vue, n'honore pas les dirigeants algériens et j'imagine bien que les anciens présidents algériens doivent se retourner dans leur tombe lorsque ce genre de choses se passent. Vous savez, les relations entre le Mali et l'Algérie sont bâties sur plusieurs choses. Il y a d'abord un devoir de mémoire, mais c'est aussi un devoir d'histoire. En 1954, le Mali a servi de base arrière pour préparer la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Et pendant 8 ans, nous avons offert les gîtes et le couvert aux Algériens, notamment en fait, à Bouteflika, qui a séjourné à Gaoué et d'autres. Et depuis, les relations en fait, n'ont cessé. Le Mali, en tout cas, a rempli sa part de ce contrat. Il y a ce continuum de populations de part et d'autre, que ce soit des Touaregs, des Arabes, en tout cas des nomades qui traversent, qui font fi des frontières, qui collaborent. Et d'ailleurs, le Mali avait travaillé à ce que, par exemple, un instrument tel qu'un violon traditionnel qu'on appelle l'imzad soit reconnu par l'UNESCO comme étant un patrimoine immatériel. Ça, c'est un élément important. Mais en dehors de ça, chaque fois qu'il y a eu des rébellions au Mali, nous avons honoré l'Algérie. De 91, on a discuté, ils nous ont aidés, il y a eu les accords de Tamaracet. Puis, il y a eu la rébellion de 2006, les accords d'Alger de 2006. Ensuite, 2012, la même chose, on rébellote, on signe les accords issus du processus de paix donc de 2015. Donc, alors qu'entre-temps, il y avait eu l'intermède du Burkina où on était parti, il y avait eu, c'est pour parler donc, de Ouagadougou qui ont permis l'organisation des élections présidentielles de 2013. Donc, les négociations auraient pu continuer au Burkina. Mais les nouvelles autorités d'alors ont choisi de continuer avec cette relation avec l'Algérie pour dire c'est un pays frère, c'est un pays donc, qui a cette expertise dans la médiation. C'est un pays avec lequel il faut continuer donc, à faire cela. Donc on avait confiance. Quand vous accordez le rôle de médiateur à un pays, c'est qu'en fait vous lui faites confiance. À la limite, vous lui donnez votre destin en fait, entre les mains. Au regard de ces éléments-là, les Maliens s'attendaient à tout, sauf d'une agression de la part de l'Algérie. Donc ces réactions sont tout à fait normales. Malheureusement, peut-être pour elle, le Mali a pu conquérir Kidal en fait, en novembre 2024. Et ça n'a pas tout à fait plu parce qu'on n'a pas vu un communiqué de soutien de ce point de vue. Et après, nous avons dénoncé l'accord, puis nous sommes sortis de l'accord. Et donc, les nouvelles autorités de la transition, le président de la transition, a décidé la réappropriation du processus de paix. Pour dire qu'à chaque fois, on est parti
On a confié notre destin aux autres. Ils ont discuté, ils ont essayé de faire des choses. Malgré, nous avons tiré les enseignements finalement de toutes ces rébellions, de tous ces accords qui ont été signés avec des interférences extérieures pour dire qu'à un moment donné, ça suffit. Parce qu'entre-temps, nous avons adopté une nouvelle constitution qui édicte 3 principes très clairs. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect du choix stratégique des Maliens, des choix des partenaires et la défense des intérêts vitaux des Maliens. À l'instant, le sociologue Brévan Elideko, qui était hier l'invité du journal de 20h de RTM sur la situation actuelle entre le Mali et l'Algérie. À Mopti, dans la Venise malienne, l'heure est à la sensibilisation pour développer la fibre patriotique avec les journées citoyennes de la mairie. L'activité a été marquée par la montée des couleurs, le rappel du sens de l'emblème national et l'appel aux citoyens pour le paiement des taxes. Cette deuxième édition s'est tenue sur la digue Boubacar Sankaré. Nous fait le point. C'est sous les notes musicales de la fanfare communale que débutent les activités de la deuxième édition des journées citoyennes de la mairie de la commune urbaine de Mopti, tenue sur la digue, le plus grand centre commercial de la Venise malienne. Un événement marqué par le rappel de la signification du drapeau national, suivi de la montée des couleurs par les pionniers. L'édile de la ville a saisi l'occasion pour inviter la population à payer la TDRL, taxe de développement régional et local, qui s'élève à 3 700 francs CFA par personne. Issa Kansei, maire de Mopti. Les aides de développement qui vont permettre aussi à la commune de faire face à tous les défis que nous devons relever pour le développement de la commune. On ne peut pas développer un pays sans les citoyens. Nous devons faire le pas, nous devons agir d'abord en premier pour que nous puissions aller vers le développement. Et donc, raison pour laquelle nous lançons un appel à l'ensemble des populations de Mopti et surtout de la DIC, vraiment de renouveler d'adhère et payer les taxes de développement. Le message du maire a été bien reçu puisque plusieurs citoyens ont payé sur place leurs taxes. Général de brigade Abbas Dambélé, gouverneur de Mopti. Il y a eu des forts messages qui ont été passés. On a été des forts relais du gouvernement de transition par rapport à la sensibilisation des gens pour le paiement des taxes diverses. Et nous suscitons que les autres communes puissent emboîter le pas. Et dans le cadre de la saine émulation, pas de la jalousie, sinon de la jalousie active, afin que toutes les communes du Mali puissent faire de même comme la commune urbaine de Mopti. Autre fait marquant, cette journée citoyenne, la remise d'attestation de reconnaissance à certains citoyens de Mopti pour leur engagement en faveur du développement de la commune et la remise de poissons aux autorités administratives et communales par les travailleurs de la DIC. Mopti, Boubacar Sankaré et Tchakalia Traoré pour leur thème. Les journées citoyennes vont se tenir chaque premier jeudi du mois par la mairie de la Venise malienne. D'une mairie à une autre, restons au nord du pays avec Tombouctou, où là-bas depuis un moment, la mairie de la commune urbaine, de concert avec la préfecture, a initié l'opération Libération de la voie publique. Elle vise à dégager tous les occupants des places publiques afin de fluidifier la circulation des personnes et de leurs biens. Le préfet du cercle de Tombouctou et le secrétaire général de la commune urbaine chargé d'expédier les affaires courantes de la mairie étaient sur le terrain pour s'enquérir de l'état d'exécution de cette mesure. Najim Babasisi. L'occupation des voies publiques est un fait dans la commune urbaine de Tombouctou. Face à cette situation, le conseil communal de la commune urbaine de Tombouctou sortant avait émis plusieurs avis demandant aux occupants de libérer ces voies, mais sans succès. Quelques jours seulement après sa désignation à conduire les affaires courantes de la mairie, le secrétaire général, avec l'appui des autorités administratives, renouvelle le même communiqué. Ibrahim Touré, secrétaire général chargé d'expédier les affaires courantes de la mairie de la commune urbaine de Tombouctou. La rocade, les alentours des cimetières et les alentours des écoles. Avec ce qu'on a vu, on peut apprécier d'une manière positive, puisqu'il n'y a pas eu de rétention. Les occupants ont adhéré à la cause, continué à sensibiliser les gens sans qu'il n'y ait pas assez de rigueur. Que les gens le font dans le cadre du civisme total. Les occupants sont conscients de leur tort et rassurent de tout mettre en œuvre pour libérer à la fois les voies publiques et même la chaussée, envahie par les commerçants. Mahamoudou Sissé, président des commerçants du marché de Yobutaou. On leur donne l'assurance, tout le monde va lever son grillage devant la route. Ils vont faire ce que l'État a dit, parce que la route là, c'est un lieu de passage. Abdul Karim Kone, préfet du cercle de Tombouctou. Ceux qui sont un peu réticents, je les demande vraiment de faire preuve d'indulgence pour quitter. C'est dans leur intérêt. L'armée est en train de faire vraiment un bon boulot en brousse. Donc nous, en tant qu'autorité administrative, il est de notre devoir aussi de mettre un peu d'ordre dans la ville. À la suite de cette vaste campagne, les autorités et la mairie entendent passer à la vitesse supérieure
afin de libérer l'ensemble des places publiques occupées de façon anarchique. Déjà, la ville de Tombouctou fait peau neuve avec des initiatives citoyennes, souvent appuyées par des bonnes volontés. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mauloud Tandina pour l'ORTM. Après Tombouctou sur le fleuve Niger, nous y restons cette fois-ci pour parler de Ségou avec la culture couplée à la citoyenneté qui a vu la rentrée culturelle 2025 du groupe Corée Art et Culture GCAC. L'événement a été marqué par le traditionnel Corée Baro, animé par Dr Ousmane Sy, en présence de plusieurs acteurs culturels, autorités communales et coutumières. Le thème retenu pour cette rentrée culturelle du centre du groupe Corée Art et Culture est les défis et les perspectives de la gestion des territoires locaux au Mali. Mariam Koulibaly, Sidi Modibo Dambélé étaient dans la cité des Balanzons. Ils sont acteurs culturels, artistes et étudiants à manifester leur intérêt lors de cette rentrée culturelle 2025 du groupe Corée Art et Culture GCAC. Une rentrée culturelle qui se tient cette année dans un contexte particulier marqué par l'année de la culture. Atayer Maïga, secrétaire général de la Fondation Festival sur le Niger. Cette décision a mis en exergue la centralité de la culture dans le développement socio-économique du Mali et nous engage à redoubler encore d'efforts pour le rayonnement de la culture malienne. Parmi les activités inaugurales de cette rentrée culturelle figure Corée Baro. Le thème retenu pour ce premier débat annuel animé par Dr Ousmane Sy est les défis et les perspectives de la gestion des territoires locaux au Mali. Dr Ousmane Sy, conférencier. Autant on commence une maison par le soubassement, autant on construit un pays à partir du local. Le local étant les villages, les communes, tout ce qui se construit à la base du pays. Et puisqu'on est en train de parler de refondation du Mali, si on veut refonder le Mali, il faut le refonder à partir de sa base, à partir du local. Alamouta Danyoko, représentant du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Le thème de ce Corée Baro est porteur de cette volonté de contribuer à la transformation de nos atouts en opportunités. Avec en toile de fond l'inclusion et l'accès de tous aux créations culturelles, cette rentrée culturelle ouvre ainsi la voie aux différentes activités programmées par le GCAC, constitué de la Fondation Festival sur le Niger, le Centre culturel Corée et l'Institut Corée des Arts et Métiers ICAM. Ségou, Mariam Koulibaly, Sidi Modibo Dambélé pour l'ORTM. 13h10, actualité hors du pays au Gabon. Brice Clotaire Oligny Nguema, président de la transition, a été élu samedi avec 90,35% des voix. Alain Claude Bimbizé arrive deuxième, 3%, et les 6 autres candidats ne dépassent pas les 1%. Ce résultat provisoire a été communiqué hier par le ministère de l'Intérieur gabonais. Après 21 mois de transition, si les résultats se confirment, il prendra les rênes du Gabon pour 7 ans renouvelables une fois. En République démocratique du Congo, le président togolais Faure Gnassingbé a été désigné nouveau médiateur de l'Union africaine pour résoudre le conflit en cours dans l'est du pays. Il succède au président angolais João Lourenço qui occupait cette fonction jusqu'au mois dernier. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a remercié les pays de l'Union africaine pour la confiance exprimée à l'égard du président togolais. Après l'embellie de la semaine dernière, rien ne va plus entre Alger et Paris. L'Algérie a demandé à 12 agents de l'ambassade de France de quitter le territoire sous 48 heures. L'annonce a été faite hier par le chef de la diplomatie française qui a précisé que cette décision était une réponse à l'arrestation de 3 ressortissants algériens en France. Ils sont soupçonnés d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'un influenceur algérien. Pour parler sur le nucléaire entre l'Iran et les États-Unis, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, doit se rendre dans les prochains jours à Moscou pour des consultations. Les pays occidentaux, dont les États-Unis en tête, soupçonnent l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Téhéran rejette ces allégations et défend un droit au nucléaire à des fins civiles, notamment pour l'énergie.
En Chine, le président Xi Jinping a débuté ce lundi une tournée en Asie du Sud-Est, notamment au Vietnam, en Malaisie et au Cambodge. Cette visite a pour but de renforcer les liens commerciaux régionaux entre ces pays et la Chine. Le président chinois est déjà au Vietnam, où il devrait signer une quarantaine d'accords de coopération dans des domaines clés: transport ferroviaire, agriculture, numérique ou encore développement vert. Enfin, en Corée du Sud, l'ex-président Yoon Suk-yeol, destitué, a comparu ce lundi matin devant le tribunal central de Séoul. Il est accusé d'insurrection pour sa tentative d'imposer la loi martiale. L'ancien chef de l'État a nié avoir commis tout acte d'insurrection. Dans cette procédure, il risquerait la prison à vie, voire la peine de mort. Place à présent à notre dossier de ce 13h consacré à la sève nourricière du pays. Vous avez compris, il s'agit du fleuve Niger, appelé Djoliba, qui est le plus grand de l'Afrique de l'Ouest, avec une distance de 4200 km, dont 1700 au Mali. Ce fleuve traverse plusieurs villes du pays, y compris Bamako, la capitale. Il est aujourd'hui menacé entre effets du changement climatique et mauvais comportement de l'homme. Après la crue exceptionnelle que le pays a enregistrée l'année dernière, le lit du fleuve Niger au niveau des rapides de Sotuba est couvert de roches et plusieurs raisons sont avancées par les spécialistes des questions environnementales pour expliquer cet état du fleuve Niger. Que faire pour éviter le pire? Daouda Koné est parti sur le lit du fleuve Niger. Le fleuve Niger, long de 4200 km, dont 1700 km au Mali, est à une phase de décrue au niveau des rapides de Sotiba. Cette partie du fleuve Niger présente un visage inquiétant. Bourehima Djabi, pêcheur. Autrefois, l'eau du fleuve ne tarissait pas. Mais maintenant, il y a plus d'eau, surtout pendant la saison sèche. La dernière crue n'a pas causé beaucoup de dégâts. Au contraire, ça a nettoyé le lit du fleuve. Opéry Berté, chef d'antenne du sous-bassin du Haut-Niger à l'agence du bassin du fleuve Niger, ABFN. Il y a une petite élévation du niveau du fleuve. Ça court jusqu'à Kenyé. Donc de telle sorte que quand l'eau vient, il y a une petite élévation. De telle sorte que vous constatez que quand l'eau arrive à ce niveau seulement, ça prend un autre chemin de l'autre côté. Et ça chute après Kenyé. Donc vous constaterez qu'après Kenyé, l'eau reprend toute la largeur du fleuve. Les menaces qui pèsent sur le fleuve brisent chaque jour des espoirs avec la rareté des espèces aquatiques. Les actions posées par les populations riveraines, notamment le rejet des déchets solides et l'occupation anarchique des berges du fleuve, révoltent le président de l'association Sauvons le fleuve Niger, Tcherno Mohamed Baldé. L'État doit impérativement, rapidement, appliquer la politique de l'eau. La politique de l'eau, c'est quoi? Le pollueur payeur, préleveur payeur et consommateur payeur. C'est ça qui est mieux. Parce que personne ne paye les taxes de redevance. Au dire des spécialistes de l'agence du bassin du fleuve Niger, ABFN, le fleuve est à l'état sauvage à Bamako. Pour changer cet état, un projet à leur niveau attend d'être financé. Opéry Berté, chef d'antenne du sous-bassin du Haut-Niger à l'agence du bassin du fleuve Niger, ABFN. De Samaya jusqu'à Sotuba. Donc ce projet consistait à réduire en réalité la largeur du fleuve et aménager la partie réduite. Il faut qu'on creuse la profondeur du fleuve de telle sorte qu'on aménage les deux rives pour que ça soit vraiment coquette. Pour la préservation du fleuve Niger, les propositions ne manquent pas. Tcherno Mohamed Baldé, président de l'association Sauvons le fleuve Niger. L'État doit prendre en main les déchets qui sont dans l'eau. Ça peut servir. Il n'y a que des jacinthes dans l'eau. Les jacinthes, là, on peut les transformer en engrais. Il y a la Fédération nationale des exploitants de gravier et du sable. Le sable, ça apporte combien? Le gravier, ça apporte combien? Il y a même des roches qui sont là. L'État peut au moins créer des épayages juste pour dynamiter ces roches-là. Et on peut les vendre. Opéry Berté, chef d'antenne du sous-bassin du Haut-Niger à l'agence du bassin du fleuve Niger, ABFN. Avec toute cette eau qui est venue cette année, au-delà même du fleuve, nous devons travailler à faire en sorte que des retenues soient là, même au-delà du fleuve, pour que l'eau ne puisse pas partir, être vidée comme ça. En dépit de toutes ces initiatives, beaucoup reste à faire pour protéger le fleuve Niger, de plus en plus menacé de disparition. Fort heureusement, l'espoir est permis car la lutte pour la sauvegarde écologique du fleuve Niger et de ses ressources vitales est déjà au cœur des actions gouvernementales. Le fleuve Niger, une affaire de tous, donc prenons soin, très bien soin d'ailleurs de cette sève nourricière. Tout à l'heure, nous allons accueillir
un environnementaliste, même s'il va nous parler de sport, sa couleur du jour en dit long sur son engagement dans la lutte pour la préservation du fleuve Niger. Voilà, il est 13h16, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Doutiri Bafotiri Tunkara dans ce studio. Bonjour Fotiri. Bonjour Ousmane Dao, bonjour à tous. On va parler de Petite Reine, Tour cycliste international du Mali. L'édition 2025 a entamé ce lundi sa deuxième étape. Oui, cette deuxième étape qui s'étend de Sigasso à Niena sur une distance de 75 km vient d'être remportée par le Malien Thiemro Diallo, suivi de son compatriote Drissa Bamba du Mali également et de Soumaïla Il Boudo du Burkina Faso. La première étape consacrée au critérium d'une distance de 114 km dans la ville de Sigasso où s'est déroulée hier la cérémonie du lancement de cette 11e édition du Tour cycliste international du Mali a été remporté par les Belges Bjorn de Decker. Il a donc été suivi des Maliens Fidel Cissé et de Yaya Diallo, respectivement 2e et 3e. Cap sera mis demain mardi sur la 3e étape Bougouni-Bamako, trajet long de 91 km. Bal, à présent, les rideaux sont tombés hier sur la conférence du Kalahari au Maroc. Malheureusement, le stade malien de Bamako reste à quai, pas de phase finale pour les Blancs. Absolument, 4e sur 4 à la conférence Kalahari au Maroc. Le tournoi de qualification n'a cette année pas marché pour le stade malien de Bamako. 3e en 2023 où il est donc rentré d'expédition avec la médaille de bronze. Le stade malien de Bamako ne figurera pas cette année parmi les Gotha du basketball africain. Après leur désistement la saison dernière, les Blancs de Bamako seront à nouveau absents à la phase finale de la balle qui regroupe le top 8 en juin prochain en Afrique du Sud. Conséquence d'un tournoi de qualification compliqué pour le stade malien de Bamako qui n'a pas fait mieux que la figuration. Au compte de la 6e et dernière journée hier, le stade malien de Bamako a perdu son 6e match en autant de sorties, 59-79 contre Rivers Hoopers du Nigeria. Dans l'autre rencontre, Al-Ittihad d'Alexandrie d'Égypte a gagné contre le fils Faf Inon Sport de Rabat du Maroc, 98-74. Au classement après la 6e journée, Al-Ittihad est en tête avec 12 points devant Rivers Hoopers 10 points, le fils de Rabat 8 points et le stade malien de Bamako 6 points. Le bilan du stade avec son entraîneur Bouakar Kanouté d'Issoul que je vous propose d'écouter grâce à la collaboration de Mohamed Soumaré. Je pense qu'on avait tout ici pour avancer. Mais malheureusement, c'est le sport. On a triché, on a fait 0-6. C'était pas assez grand. On s'est dit, on devait confirmer ici, mais malheureusement, on a triché ici. Voilà, Bouakar Kanouté, Soul, entraîneur du stade malien de Bamako, a noté qu'après la conférence Kalahari du 5 au 13 avril à Rabat au Maroc, les regards sont désormais tournés vers la conférence Sahara du 26 avril au 4 mai à Dakar au Sénégal. Puis ce sera après au tour donc de Kigali au Rwanda d'accueillir la conférence du Nil du 17 au 25 mai prochain. Les 2 premières équipes de chacune des 3 conférences et les 2 meilleures 3e des 3 compétitions se qualifieront pour le top 8. La phase finale de la compétition du 6 au 14 juin prochain en Afrique du Sud. On va à présent ouvrir la longue et large football de ce journal, à commencer par le plan national où on a joué ce week-end les 8e de finale de la Coupe du Mali. Excepté l'AS Real de Bamako, tous les cadors seront présents en quart. Absolument. Donc, à part l'AS Real de Bamako, éliminé par une équipe de 10e division, tous les cadors, comme vous le dites, ont fait respecter leur statut. Cela a commencé par les Djulba AC qui a fait donc respecter son rang devant l'AS Alençon de Koutiala 3-0. L'US Bougouba a éliminé Binga FC 2-1. Les Djulba et l'US Bougouba qui rejoignent donc en quart de finale le Stade malien de Bamako, l'USFAS ATS de Koro, l'US Bougouni, l'FC Djara et Derby Academy qui ont validé samedi leur ticket pour les quarts de finale. En 8e de finale, samedi, le stade malien de Bamako, tenant du titre, a fait honneur à son statut en s'imposant face à CS Diri de Diré 4-0. Derby Academy, pensionnaire de la 2e division, a fait sensation et créé la surprise en éliminant l'AS Real de Bamako 3-1. C'est par ce même score 3-1 que l'USFAS en déplacement à Ségou a écarté l'AS Bakardian et Barawili. Même score à Mopti pour ATS de Koro qui s'est défait de son AC de Gao 3-1. L'US Bougouni à domicile a barré la route à l'ASCO 2-0. Le FC Djara s'est débarrassé du FC Gassou 4-2 au tir au but après une partie de 2 buts partout à l'issue du temps réglementaire et les prolongations qui ont suivi. Sur le continent, place demain aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations des cadets.
Oui, demi-finale au bout desquelles seront connus les finalistes de cette édition 2025 de la CAN U17. En première demi-finale demain mardi, le Mali jouera contre le Burkina Faso. Le coup d'envoi de ces matchs est prévu à 16h. C'est un match qui promet, étant donné que les deux équipes se connaissent parfaitement bien après leur double confrontation en février dernier ici à Bamako en amical international de préparation soldée à l'aller par la victoire 2-0 du Burkina Faso et le nul un but partout au retour. En dépit de l'ascendant psychologique et le parcours impressionnant des jeunes burkinabés, depuis le début de cette compétition, les sélectionneurs nationaux des aigles cadets du Mali pensent que le coup est bel et bien jouable. Je vous propose d'écouter Adama Djefla Diallo que nous avons joint au téléphone hier. Oui, le coup est jouable. C'est une nouvelle compétition qui a commencé à partir des quarts de finale. À ce stade de la compétition, toutes les équipes partent à chance égale. C'est des matchs à élimination directe. C'est vrai que c'est une très belle équipe burkinabé, mais c'est le football et on va faire tout, Inch'Allah, pour gagner ce match et se qualifier, Inch'Allah, pour la finale. Voilà, les sélectionneurs nationales des aigles cadets du Mali qui partent confiants pour cette demi-finale. Alors, Ousmane, on va tout simplement souhaiter bonne chance aux aiglons du Mali et puis dire qu'en deuxième demi-finale à 19h, la Côte d'Ivoire affrontera le Maroc, pays hôte. On va terminer avec la Ligue des champions d'Europe, la Coupe aux grandes oreilles. Demain, les quarts de finale et retour commencent. Oui, le programme prévoit 2 matchs demain à partir donc de 19h. Aston Villa accueillera le PSG à l'aller. Le score était de 3-1 pour le PSG. Dortmund recevra le FC Barcelone à l'aller. Le score était de 4-0 pour le Barça. Suite est fait mercredi avec les 2 derniers quarts de finale retour, toujours à 19h. Inter Milan sera face au Bayern Munich à l'aller. Le score était de 2-1 pour l'Inter. Le Real Madrid sera opposé à Arsenal à l'aller. Le score était de 3-0 pour Arsenal. Je précise, 3-0 pour Arsenal. Je répète encore, 3-0 pour Arsenal qui va certainement déraciner un semblant de Babao déjà ébranlé et qui n'est plus qu'un colosse au pied d'argile. Mais attention, il reste toujours imprévisible en Ligue des Champions. La répétition de ce score Arsenal et Real Madrid était le petit clin d'œil de Fotiki Tunkara à Siaka Konaté, mais on appelle ce genre de soirée en Espagne hasta grandissima notte. Merci Fotiki Tunkara pour ce tour d'horizon de l'actualité sportive à 13h passées de 25 minutes à Dramane, Samegar et à Logo Kakulu. Ce journal se referme. Il vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Alimata Ouattara, réalisation Soumawa Edara, Fadimata Touré, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Kouma Sissé, mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Aïssata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir.